something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth, that equals. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Tout d'abord, comme à l'habitude, bonjour Antoine, ça va bien? Salut à tous, merci encore d'être avec nous cette semaine. Salut Anthony. Notre saison 2 est déjà bien entamée avec déjà 5 épisodes. Aujourd'hui, là, en plus de faire comme à l'habitude en faisant un récapitulatif des résultats, on se projette au prochain mercato pour savoir qui pourrait signer en MLS avec un bon ami du podcast, là, Adi Raphaël de MLS en folie. Cependant, oui, on est en ce moment dans les temps de la CONCACAF Champions League, mais nous enregistrons en même temps que celle-ci et nous ferons un retour la semaine prochaine une fois que les deux rencontres seront jouées, le match aller et le match retour. Donc, à la suite du passage de Adi Raphaël, nous ferons notre segment comme à l'habitude. Il était une fois en Amérique. Tout juste avant de répondre à vos questions, et vous avez été quand même nombreux à nous poser des questions, donc ça va nous faire grand plaisir. Mais aujourd'hui, là, c'est vraiment un épisode chargé, donc nous allons directement commencer avec la partie résultats. Donc, la première rencontre de cette semaine, mettant en vedette l'Union de Philadelphie, qui accueillait le Orlando City SC. Eh bien, c'est les visiteurs là, qui se sont régalés dans la rencontre avec une excellente première mi-temps. Un premier but de Dom Dwyer à la 38e minute, lui qui fait un excellent début de saison. Les premiers matchs d'Orlando, il ne les avait pas joués, là, mais là, il commence à enchaîner les matchs et de très brillante façon. Je pense que c'est 3 matchs consécutifs avec des buts. Et ensuite, là, à la 45e, c'est Chris Muller qui faisait la balle du break. Là. Lui aussi, là, c'est une excellente recrue pour Orlando. Il marque quand même des buts très importants. Je sais pas, toi, Antoine, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Il y a quand même de la chance parce que sur son but, il doit avoir 5 ou 6 contre favorables avant de la mettre le ballon au fond. Mais c'est vrai qu'Orlando est très très bon et Kljestan arrive vraiment maintenant à combiner un peu avec Dwyer, Müller ou même avec Pignot quand il rentre parfois. Donc vraiment Orlando qui est en train de devenir un vrai candidat au play-off. Mais Orlando n'est pas la seule équipe qui est en train de réussir ce qu'ils étaient en train de prédestiner à faire avant le début de la saison, puisqu'il y a aussi le Los Angeles FC qui a joué contre Vancouver, qui a se déplacé au Canada pour un vrai test entre les deux pour la nouvelle franchise. Et vu comment Vancouver a l'habitude quand même de piéger ses adversaires dans une sorte de faux rythme, mais ça n'a pas marché contre Bob Bradley et ses hommes. Il y a un superbe but de Vela à la 59e qui va ouvrir le score, puis Rossi à la 70e qui donne la victoire au Los Angeles FC. À noter quelque chose de toujours surprenant pour moi, mais Brek Shea qui ne joue toujours pas d'entrée de jeu avec les Whitecaps. Bon, on en parle à chaque podcast, je crois qu'on fera un petit point Brek Shea à chaque édition, mais je comprends toujours pas pourquoi le joueur désigné commence sur le banc. Mais en tout cas, LAFC qui encore une fois gagne et malgré quelques faux pas dans leur parcours, ils arrivent quand même à être un des favoris à l'Ouest. Oui, c'est surtout là, on sentait que l'équipe était chambranlante au cours des 2 derniers matchs. Là, 2 matchs assez traumatisants là, avec la défaite face à ses voisins de Carson, le Galaxy, grâce à Zlatan. Et ensuite, là, face à Atlanta, là, une grosse déconvenue. Donc, je pense que ça va faire du bien aux troupes de gagner. Et c'est la même chose du côté des Red Bulls là, qui accueillaient Montréal. Là. Ça fait du bien de gagner après leur élimination en Champions League. Une élimination faite dignement, mais qui est quand même frustrante pour les hommes de JC March. Eh bien, ils se sont bien rattrapés avec une victoire de 3-1 face à l'Impact de Montréal. Là, c'est Bradley Wright-Phillips qui marquait dès la 5e minute de jeu. Par exemple, là, c'est Jason Vargas qui égalisait à la 33e minute avec un coup franc à la Giovinco. Mais par la suite, là, les Red Bulls reprenaient les devants en deuxième mi-temps grâce à Kaku, là, Romero Guamara, et à la 76e, là, Michael Murillo là, qui faisait la balle du break. Donc, une victoire assez encourageante pour les Red Bulls. Là, j'aime ce qui est en train de se produire du côté du New Jersey. Là. Ouais, ils font très, très bon travail. JC March encore qui donne beaucoup de temps aux jeunes. Et Bradley Wright-Phillips qui fait vraiment une de ses meilleurs débuts de saison de sa carrière. Kaku aussi, on le voit qui arrive à faire des bonnes performances en ce début de saison quand il joue. Et je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont pas fait jouer contre Chivas
en CONCACAF. Tu vois ce qu'ils jouent d'ailleurs en ce moment. On vous informera s'il y a des buts en direct. Mais ouais, c'est un peu compliqué ce qu'ils font. Il y avait l'autre club MLS qui est toujours lui en CONCACAF, Toronto, qui jouait aussi ce week-end. Si Toronto est en finale de CONCACAF, il n'y arrive pas en championnat et ça s'est confirmé face à Colorado. Avec une équipe sans beaucoup de titulaires, il est vrai, Toronto se fait surprendre par Jack Price, la nouvelle acquisition des Colorado Rapids, qui a rapidement mis le premier but au bout de 2 minutes de jeu. Dominique Badji ensuite a beaucoup tenté, beaucoup pendant tout le match, mais il a pas mal raté aussi. Mais Colorado réussira finalement à mettre un deuxième but grâce à Kashi à la 78e sur un penalty obtenu par Badji. Donc, très bonne chose à voir du côté de Colorado, et Toronto en championnat ont vraiment du mal. Oui, et pour les fans du Colorado, là, ne vous emportez pas avec cette victoire face aux champions en titre, parce que comme vient de le dire Antoine, là, c'est un effectif très réduit du côté de Toronto. Et même là, pour avoir suivi le Toronto FC2 l'an dernier, là, pour moi, le trois quarts des partants venaient et sont de niveau USL. Là. Ce n'était pas du grand jeu. Mais par exemple, là, qu'est-ce qui est encourageant du côté du Colorado? C'est un but, même si c'est sur penalty de Sven Gachi. Là. Il a quand même eu une saison 2017 difficile, un retour de blessure récemment. Donc, ça fait plaisir du côté du Colorado, tandis que pour Toronto, là, c'est un début de saison difficile, mais pas alarmant qu'on sait les belles choses qu'ils sont en train de faire présentement. Mais que c'est beaucoup plus alarmant, son début de saison, là, c'est le Chicago Fire, qui a perdu à domicile face au LA Galaxy 1-0 avec un but de Zlatan Ibrahimovic de la tête à la 45e minute après un centre de Ashley Cole. Hein, donc, une solution d'expat. Donc, ouais, c'est ça. Du côté du Chicago Fire, là, c'est très décevant. Là. On sent que rien marche. Là. Nikolic a plus de difficultés que l'an dernier. Et j'espère que le coach va trouver les solutions, mais ça s'annonce quand même mal avec une défense beaucoup moins confiante que l'an dernier. Et même l'attaque, quand tu vois qu'ils mettent Alan Gordon titulaire, c'est vraiment pas terrible. Il commence à... Je suis pas sûr qu'il ait le standing pour maintenant jouer titulaire en MLS. Ce qui m'a fait rire du côté du LA Galaxy aussi, c'est un Zlatan qui plusieurs fois aurait pu donner le ballon à Alessandrini, qu'il a un peu conservé. Et je me suis posé la question aussi de voir, ça va être très drôle dans le vestiaire de voir Ziggy Schmidt, s'il a quelque chose à dire à Zlatan. Un peu la confrontation entre les deux hommes doit être assez drôle à voir. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ziggy Schmidt, c'est vraiment un entraîneur légendaire en MLS, mais qui n'a pas le charisme de Zlatan, je pense, ni le physique. Et donc, ça va être une confrontation assez drôle entre les deux hommes. Je me demande vraiment comment ça se passe dans le vestiaire des Galaxies, mais qui reviennent bien. Les Columbus, par contre, ils n'arrivent pas à tenir le rythme infernal qu'ils avaient en début de saison. Malgré de l'envie, les Jeunes Noirs se sont heurtés à DC United, qui était pourtant réduit à 10 après l'explosion d'arrivée à la 51e. Heureusement pour DC, qui avait très vite ouvert le score en première mi-temps grâce à Segura. Ils avaient Steve Clark, leur gardien de but, qui empêchera le Crew de marquer en tout le reste de la partie. Il a sorti vraiment une très, très belle prestation face aux Ardais, Higuaín et Pedro Santos. Oui, Ben Olsen n'a nul autre de choix là, que remettre Steve Clark dans la mêlée, excepté s'il veut vraiment séparer le travail diviser le travail des deux portiers là, avec David Ousted. Là. Mais s'il ne fait pas un match, là, Steve Clark mérite de jouer le prochain match puisque les 3 points sont grâce à lui. Là. Et c'était devant un stade, un stade temporaire, une maison temporaire pour le DC United, puisqu'il jouait dans un stade de football. Là. Et quand même 12 000 personnes s'étaient présentées. On attend leur tout nouveau stade qui bientôt qui sera bientôt construit et qui aura, je crois, plus de 20 000 places. Et par exemple, une équipe que même s'ils ne sont pas dans un stade temporaire, mais bien dans leur stade permanent, accueille moins de supporters que DC United sur la route, c'est les Revolution de la Nouvelle-Angleterre.
euh, qui ont accueilli 11 000 spectateurs cette semaine. Mais ces 11 000 spectateurs sont repartis bredouille du stade puisque le FC Dallas l'a emporté 1-0 grâce à un but de Jackery Hayes. Celui qui a été repêché par Dallas au dernier repêchage a marqué son premier but en MLS. Donc, bravo à lui. Et pour Dallas, bravo. C'est avec les NYCFC, là, c'est encore les dernières équipes toujours invaincues et c'est la seule dans l'Ouest. Donc, on souhaite bonne chance au FC Dallas pour le reste de la saison. Ils ont quand même tout de même seulement 2 victoires en 5 rencontres. Là, donc, c'est un bon début de saison. Ouais, et le joueur qui m'impressionne le plus chez eux, c'est l'ancien du New York Cosmos en NSL, Jimmy Maurer, le gardien, qui a vraiment fait un match incroyable en sortant des parades assez fantastiques face au New England Revolution, qui n'ont pas été si mauvais pendant le match. J'ai trouvé, voilà, c'est mieux que l'année dernière en tout cas pour l'équipe de Brad Friedel. Et ça s'organise un peu bien devant, mais ils sont tombés sur un grand gardien. Ouais, et pour Dallas. Oui, juste une petite dernière intervention. Pour Dallas, là, c'est à se demander si au retour de blessure de Gonzalez, est-ce que Pareja va choisir Maurer ou Gonzalez? J'ai bien hâte de voir. Là. Ouais, ça va être très intéressant à voir. Et je sais pas, je pense que Gonzalez a quand même la confiance du coach par rapport à ce qu'il a fait avec Dallas avant, mais Maurer lui met vraiment une réelle pression. Et je pense que s'il y en a un des deux qui n'est pas titulaire à la fin de la saison, il partira sûrement dans un autre club pour trouver un meilleur poste. Au niveau des gardiens, par contre, il y en a deux qui ne sont pas très bien comportés ce week-end. Ce sont les liens de Portland et Minnesota, qui allait être une rencontre super intéressante entre deux équipes qui sont un peu inconstantes ce début de saison, mais qui ont un beau pouvoir offensif. Le premier but de Powell, l'arrière-gauche de Portland, était une superbe action individuelle où il dribble 3 ou 4 défenseurs. Ensuite, il y a une petite touche de Diego Valeri sur un centre, touche toute subtile en douceur qui passe très très bien et qui met Portland devant à 2-0. Minnesota après reviendra bien dans le match avec des actions de Ramirez, Ibarra ou Quintero, avec quelques arrêts de Gleason, l'arrêt de Portland et quelques tirs sur les montants. Et après avoir tenté autant, Quintero marquera finalement le but du 2-1 pour que Minnesota revienne dans la course. Mais Portland marquera contre le tour du jeu. Portland finira et marquera contre le cours du jeu avec un 3-1 grâce à Fernando Adi, son premier but depuis un beau bout de temps à MLS. Et finalement, un but contre son camp des Timbers remettra le score à 3-2. Une victoire méritée pour Portland, malgré ça fait peur pendant une bonne demi-heure où Minnesota avait belles actions. Il faut le dire, la nouvelle recrue Quintero marche plutôt pas mal et se connecte bien avec que ce soit Ibarra ou Ethan Finlay. Ça va faire beaucoup de mal. Oui, et pour Minnesota, là, c'est une défaite tout de même encourageante, là, puisque rares sont les équipes qui gagnent au Providence Park. Donc, ouais, pour Minnesota, là, c'est encourageant. On sent que Quintero a déjà une bonne relation avec ses coéquipiers. Donc, je sens que dans 5 matchs, là, cette équipe aura un potentiel offensif de fou là, quand on pense à Finlay, Quintero. Ibarra, Ramirez, Dan l'a dit, c'est quand même du haut niveau en MLS, tout de même à bas prix, quoi. Et on poursuivait à l'ouest, là, c'était San Jose qui accueillait le Houston Dynamo. Donc, c'est San Jose qui marquait les premiers avec un but de Magnus Eriksson à la 26e. Mais cependant, dès le retour des vestiaires, là, le Dynamo égalisait avec un but assez triste à voir. C'est Quintana qui est dans sa zone. C'est le dernier défenseur et on sent que le jeu est vraiment lent, très lent et pour aucune raison, il passe dans le centre du terrain et là, un joueur du Dynamo récupère le ballon et c'est Martinez qui tire par la suite. Ensuite, Houston prenait les devants à la 63e quand Albert Ellis, un de mes joueurs préférés à MLS, centrait pour Mauro Manotas qui n'avait qu'à rediriger la balle dans les filets. Donc, c'était 2-1, là, mais San Jose arrivait à égaliser en fin de match pour au moins avoir un point là, grâce à Yamerica. Donc, un match, je sais pas trop quoi dire du match.
un nul assez décevant pour Houston, puisqu'il dominait clairement la rencontre là, avec 3 fois plus de tirs cadrés. Donc, Ouais, la défense de San José, c'est une catastrophe. Il n'y a que le gardien Tarbell qui a sorti quelques belles parades, mais c'est vraiment dingue. Ils sont, pas de pression. Ils laissent vraiment, comme tu as dit, Houston jouer sans rien faire. C'est assez désolant de la part de San José qui ont par contre des belles armes offensives. Erickson a fait un bon match aussi. L'avant-dernier match, par contre, se jouait entre deux équipes qui ont des dynamiques bien différentes. Kansas City, qui est en pleine forme cette année, et Seattle, qui ont un début de saison exécrable, comme d'habitude d'ailleurs. D'entrée de jeu, les anciens Wizards, ils semblaient totalement contrôler la partie, avec un Johnny Russell qui est vraiment en feu, comme depuis le début de la saison. Et leurs efforts furent récompensés à la 34e, quand nous renversa justement l'anglais dans la surface. Penalty transformé par Sanchez pour Kansas City. Et juste avant la fin de la première mi-temps, un peu contre le cours du jeu, Will Bruin marquera le premier but de la saison des Sounders, le premier but en 4 matchs quand même. C'est vraiment désolant, un partout à la pause. En deuxième période, Seattle sera beaucoup plus dangereux. C'est vraiment une des premières fois depuis le match contre LAFC qu'on les voyait qu'on les voyait bien jouer. Et logiquement, à la 73e, ils prendront l'avantage grâce à un beau tir de Christian Roldan après une déviation de Will Bruin. À noter d'ailleurs que son frère Alex, qui était un choix à la draft, jouait aussi comme titulaire, son premier match en MLS comme titulaire. Finalement, à la 78e, une autre erreur de Nou, qui s'est vraiment fait crier dessus pendant tout le match par le gardien Sébastien Frey, provoquera un bel enchaînement de Zossi, qui marquera, et Kansas reviendra au score 2 partout à la 78e avant que le match prenne fin. Oui, et pour Seattle, là, malgré des erreurs individuelles, là, ça va être vraiment encourageant pour toi, ce nul face à Kansas City. Et on pensait là, que les Sounders ça allait être une saison difficile, là, mais il y a quand même moyen de se qualifier pour les séries éliminatoires s'ils continuent à jouer ainsi, avec peut-être un nous un petit peu plus concentré, parce qu'on sait vraiment ce qu'il est capable de faire, là. Mais ouais, pour Seattle, là, c'est le retour à la compétition, on dirait bien. Ouais, ce serait bien, et surtout qu'Alex Roldan, par exemple, a montré de belles choses, même Will Bruin. Mais comme tu as dit, nous, c'était vraiment catastrophique sur ce match, même si on sait très bien qu'il est capable de faire bien mieux. Et au passage, Chivas vient de marquer. Première minute de jeu. Chivas 1, Toronto 0, et ça se joue chez Toronto. Ouais, et... On enchaîne. Ouais. Le dernier match là, de la journée met en vedette les deux meneurs dans l'Est, Atlanta et le NYCFC. Et ce match se jouait dans le plus beau stade de la MLS, selon moi, dans le Mercedes-Benz Stadium. Eh bien, ça a été un match... on garde le meilleur pour la fin. Ça a vraiment été le match de la semaine. Atlanta prenait les devants dès la 29e minute quand Julian Gressel voyait son tir stoppé par Sean Johnson, mais Greg Garza était au retour. Donc il marquait. 9 minutes plus tard, c'est David Villa là, qui à peine rentré dans le match, là, marquait. Donc, c'était bien de voir ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, Atlanta reprenait les devants grâce à Chris McCain, qui marquait de la tête pour son premier but en MLS. Donc, bravo à lui. Et finalement, là, c'est Alex Schering qui, à la 73e minute, marquait l'un des plus beaux buts de la semaine. Une magnifique frappe de loin. Donc, c'est extraordinaire, mais le plus extraordinaire, c'est que 3 minutes plus tôt, Ezequiel Barco avait fait son entrée pour Atlanta. Sa première apparition, lui qui s'était blessé en pré-saison, là, quelque peu après le match face à Nashville. Donc, on lui avait porté malheur. Mais ouais, un excellent match. Et j'ai bien hâte de voir le match retour au Yankee Stadium entre les deux équipes. Ouais, ça va être très sympa. Et pour citer Patrice Evra, il a dit que c'était un des plus beaux stades de la Ligue et qu'il est vraiment très impressionné par le bruit que les fans faisaient. Même les fans de New York City, d'ailleurs, on les entendait dans le stade aussi. Donc ça va être vraiment très sympa d'aller visiter ce stade d'Atlanta. Et moi, c'était la première fois que je voyais jouer Bergett, le nouvel attaquant de New York City FC, qui a fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Oui, et même ça l'avait déjà bien commencé mercredi dernier, là, mercredi dernier, à leur dernier match là, face au Real Salt Lake. Un petit peu plus tôt dans la semaine, là, Berget, là, pour vrai, je sens qu'on va se régaler avec ce joueur là, cette année. Ouais, puis c'est bien parce qu'ils ont quelqu'un pour en passer David Villa avait quand même un peu de mal et quelques blessures et il commence à se faire vieux, donc il a besoin peut-être de respirer entre deux matchs et Berget semble assez bon pour faire ça, meilleur que Shelton l'année dernière. Oui, et tu viens de parler de Villa, là. Pour Villa, là, ça sent vraiment la dernière année pour lui. Là, il n'est plus vraiment titulaire. Là. Patrick Vieira préfère mettre Berget, Medina et Ismaël Tajouri. Malheureusement, Ismaël Tajouri a dû céder sa place à la 35e d'une blessure à David Villa, là, mais je pense que c'est parce que David Villa était un peu blessé, doit être en cours de forme dans ce début de saison. Je pense qu'il sera titulaire petit à petit pendant la saison, mais c'est vrai qu'il commence à faire vieux et qu'il sortira sûrement à chaque match, à la 60e, 70e. Parce qu'en plus, le jeu de New York City est vraiment basé sur le pressing et ça demande pas mal d'efforts. Oui, mais c'est le plus plaisant, c'est qu'enfin, NYCFC ont des backups en attaque. Là. L'année passée, c'était Okori et Shelton qui avaient du mal, tandis que maintenant, là, il y a moyen de mettre Berget en tant que buteur, il y a moyen de mettre Medina, il y a moyen de mettre Ismaël Tajouri. Donc, oui, il y a de la qualité au NYCFC. Là. De belles choses, en effet. Ouais. Oui, donc ça serait fini pour le segment résultat. Donc, on va se diriger immédiatement pour parler à Adi Raphaël de MLS en folie. Et on va discuter là, de les arrivées probables, soit de joueurs en fin de contrat ou de rumeurs là, pour le mercato d'été. Donc, ça risque d'être très intéressant. À bientôt! I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best died. I got the gas, she call me Jethro. I hit her butt like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a bitch that look like. On vous retrouve tout de suite et on est accompagné cette fois-ci. On est accompagné par Adi Raphaël, qui est blogueur MLS via son site mlsenfolie.com que vous connaissez sûrement si vous nous suivez. Bonjour Raphaël, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, moi. J'imagine que tu dois être très content de voir que Toronto est actuellement en train de perdre face à Chivas, toi qui viens de Montréal. Oui, effectivement. C'est sûr que la rivalité Montréal-Toronto est quand même assez forte. Après, oui, c'est sûr que avec une rivalité pareille, on peut pas supporter son rival, c'est sûr. Et toi, Anthony, qui est de Montréal, mais supporter à Nashville, tu le vis comment, la défaite de Toronto pour le moment? Ah ben moi j'espère une victoire de Toronto pour le bien du soccer canadien. Je crois que ça va apporter un plus à la fédération. Je vous tiendrai au courant de l'avancée du match s'il y en a. Donc on est trois avec Anthony qui est toujours, comme vous l'avez vu, et on a une sélection de 23 joueurs qui sont libres en ce moment, qui seront libres cet été, ou alors des exceptions qui sont dont on parle d'une arrivée en MLS. Donc, vous allez voir avec nous cette sélection de 23. On a fait des titulaires, des remplaçants. Rien de très sérieux, mais on va essayer en fait de les inclure dans une équipe de MLS. Il y en a qui ont beaucoup de chances de venir, il y en a qui ont beaucoup moins de chances. Mais on va tous essayer de les placer comme ça, voir quelle franchise on aurait bien, quel contrat. On a vraiment une petite sélection de joueurs. Bon, il y en a beaucoup qui viennent de Ligue 1 et de MLS, vu qu'on est quand même... je suis français, les autres, même Québécois, vous avez quand même une forte influence de Ligue 1, mais on va voir avec vous tous ces joueurs. Le seul qu'on n'a pas mis, petite info avant de commencer, c'est Hatem Ben Arfa, parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui se demanderont pourquoi. Selon les dernières infos, il a aucune chance de signer en MLS. Il accorderait surtout beaucoup plus d'importance à la Ligue 1. Donc voilà, et je pense qu'on l'aurait tous mis à Montréal, vu que c'est vraiment là où il y avait des rumeurs. On va commencer tout de suite. Si vous êtes prêts, messieurs, tout est bon? Oui, tout est parfait pour moi. On a 3 gardiens. Le premier, le titulaire de notre sélection, c'est Iker Casillas. Pas besoin de le présenter, il faut juste savoir qu'il est cité un peu partout, mais surtout au Chicago, avec pas mal d'insistance depuis pas mal de temps, et qui joue toujours comme titulaire à Porto. Il a d'ailleurs dépassé les 1000 matchs joués à 36 ans. On va commencer avec Anthony. Où est-ce que tu l'envoies, Iker Casillas?
Ah ben directement à Chicago là avec on sent que le coup est déjà prévu là avec Sanchez qui essaie de limiter les dégâts jusqu'à son arrivée là, mais oui, selon moi c'est Chicago. Sans doute. Et toi, Adi? Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec Anthony. Je doute très, très fort de le voir quelque part d'autre. Après, Chicago, bon, ils ont déjà quand même les arguments pour, quand même, c'est quand même une grande ville aux États-Unis, là, et ils ont quand même un beau passé en MLS, donc ils ont tout pour attirer ce type de joueurs. Ouais, ce qu'il faut le dire, les gardiens de Chicago sont pas terribles depuis le début de la saison. Une question, j'imagine que vous ne donnez pas un contrat de joueur désigné, mais est-ce que vous lui donnez un contrat de joueur TAM? Euh, pour ma part, oui, là, je crois qu'il mérite de la TAM. Le portier espagnol, là, c'est quand même du haut niveau. Là. Porto, ce n'est pas rien. Là. Et même, là, je serais pas surpris que Chicago tente le joueur désigné, là, mais oui, au moins TAM, là, ça serait adéquat pour son niveau. Oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. Je doute qu'il soit joueur désigné parce que je pense que Chicago, comme a dit Anthony, Chicago aura besoin de plus d'un joueur. Ben, si c'est pas avant la fin mai, au moins durant la fenêtre la fenêtre internationale qui s'ouvre en juillet. Donc, je pense qu'il y aura pas juste une seule arrivée et je pense que le spot de joueur désigné ne sera pas à Casillas, mais à quelqu'un d'autre, mais on le saura plus tard. En effet, on le saura plus tard, même si ouais, c'est peut-être le joueur de la liste qui a le plus de chances de signer, sûrement en fin de saison. Notre deuxième gardien, on allait récupérer du côté du nord de la France, c'est Vincent Enyama, une véritable légende nigérienne. Je pense que les copains d'Afrikaya seront d'accord. Ancien capitaine de son équipe, compte plus de 100 sélections quand même, qui ne joue plus du tout depuis son début de saison à Lille, à cause d'abord de Marcelo Bielsa, qui l'avait cantonné, qui avait mis dans le loft lillois où tous les joueurs étaient expatriés, ceux qui ne voulaient pas. Et puis, à cause de blessures, il a 35 ans et apparemment, il pourrait revenir faire quelques matchs à Lille, mais il serait ensuite sûrement libre. Où est-ce que vous le mettez, messieurs, cette expérience du plus haut niveau? Moi, j'ai quand même une petite idée. Il n'y a pas beaucoup de. On a quand même de très bons gardiens en MLS. Il faut quand même l'avouer. Il y a très peu d'équipes qui ont un besoin pressant d'un gardien, enfin, selon moi. Mais une équipe que je trouve qui est un peu faible à ce niveau, c'est plus le Dynamo de Houston. Seitz et Willis, c'est pas trop ça. Moi, je le verrais bien là. En titulaire? Oui, en titulaire, oui. À 35 ans, oui, c'est vrai, mais quand même gagnant de la CAN en 2013, plusieurs trophées, une Coupe de la Ligue, il a tout pour être titulaire dans cette équipe-là. Moi, de mon côté, j'y avais choisi trois équipes potentielles. La première, c'est Timbers. Je crois que les gardiens, c'est pas la force des Timbers. Et s'ils veulent avoir un titre de MLS, là, ça va prendre un gardien de premier plan. Ensuite, là, ça serait Minnesota, même s'il y a déjà Lamson et Shuttleworth. Mais Enyama, c'est clairement supérieur et ça pourrait passer le Minnesota à un deuxième niveau. Et ma troisième équipe, là, c'est le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Là. Les gardiens, c'est pas leur force. Et Nyama, là, je sens que Fredo, qui était lui-même un gardien, là, je sens qu'il pourrait l'adorer. Ouais, j'avais mis aussi, moi... Bon, je suis pas d'accord pour Portland. Je trouve que Gleason, ça va. Il est pas forcément mauvais. Mais j'avais mis Minnesota où je m'étais dit aussi, LAFC, ils ont deux bons gardiens, Tyler Miller et l'autre dont j'ai oublié le nom, le petit jeune, qui avait été recruté aussi. C'est quelqu'un-là. Sinon, c'est pas grave. Mais ce sont des gardiens qui sont grosso modo pas très expérimentés. Je me dis que Vincent Enyama, même s'il joue pas tous les matchs titulaires, avoir peut-être s'entraîner tous les jours avec un professionnel comme lui, que ce soit pour Tyler Miller ou l'autre, ça pourrait être très bonne chose. Et ça apporterait un peu d'expérience dans l'équipe de Bob Marley, qui a quand même pas mal de jeunes joueurs. Donc voilà, moi je l'envoyais là, mais plutôt c'est-à-dire même pas un contrat TAM, vu que ce serait remplaçant. OK. Non, moi je trouve qu'il a quand même tout ce qu'il faut pour être titulaire. Après, c'est sûr, son âge ne l'aide pas, mais bon, Casillas a 1 an de plus. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et pour avoir vu jouer Lille pendant pas mal de temps, qui est toujours, même si je regarde beaucoup moins depuis Galère, qui est un peu mon club de cœur en France, il
c'est vraiment un excellent gardien. Le seul problème, c'est sa taille qui est pas énorme et qui l'a handicapé un peu à pas arriver dans un meilleur club. Mais c'est un excellent gardien et c'est vrai qu'il pourrait être titulaire suivant les clubs comme à Minnesota ou, comme tu disais, à Houston. Ouais. Finalement, d'ailleurs, pour le troisième gardien, c'était un ancien de Houston, Tyler Derrick, qui a été suspendu de la Ligue l'année dernière à cause de violences conjugales en plein milieu des playoffs, alors qu'il faisait une excellente saison jusque-là. Le risque de le faire signer, en fait, là, n'est pas sportif, c'est plus un risque d'image, puisqu'il est toujours suspendu par la Ligue. Il a été apparemment, on a vu récemment, ses droits sont repris un peu par Houston, mais on fait un peu de foot fiction si ce n'était pas le cas, s'il n'était plus suspendu par la Ligue l'année prochaine et pas pris par Houston, où jouerait-il et où serait-il titulaire malgré ses problèmes d'image? Anthony, t'en penses quoi? Ben moi, selon moi, Tyler Derrick, ça n'a jamais été vraiment un grand gardien, là. Il a fait une bonne fin de saison du côté de Houston, là. Mais je le verrais plus remplaçant dans une équipe, peu importe laquelle, là. Peut-être pourquoi pas un LAFC, là, puisque Tyler Derrick a quand même de l'expérience en MLS, donc il pourrait aider les deux jeunes, mais je le vois vraiment plus dans un côté plus de suppléant que de titulaire, là. Donc, je pense que toutes les équipes pourraient l'avoir. Reste à savoir s'ils vont le pardonner ses frasques criminelles ou pas, là. Et toi, Adi? Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec Anthony. Effectivement, ça va être une doublure. Je dirais ou bien un numéro 1 bis, comme on dit, une sorte de rotation. Par contre, moi, je le vois en tant que doublure et je le place vraiment à Sporting, Kansas City, qui ont Justin Melia, le meilleur gardien de la MLS en 2017. Mais sur le banc, ils ont juste un autre gardien. Ils n'ont pas un troisième gardien, en tout cas pas sur les listes de la MLS, avec Zendejas, je pense qu'il s'appelle. Oui, ouais. Zendejas. Puis je pense qu'il peut faire sa place là comme doublure. Je pense que c'est la seule équipe dans la MLS qui a juste 2 gardiens. Donc, s'il y a un besoin, je pense qu'il est là. Ouais, moi je l'ai vu aussi qu'un numéro 1 bis, comme tu dis. Par contre, ouais, Kansas City, j'imagine qu'en numéro 1 bis, il ne jouera pas beaucoup s'il y a Tim Lee devant. Ouais. Moi, je l'avais vu plutôt ouais, les Galaxy. Je trouve que Bingham est bon, mais c'est vraiment pas un. Voilà, c'est pas un des top 10 gardiens de la ligue. Et la concurrence de Tyler Derrick, ça pourrait justement le pousser à faire quelque chose de mieux. Truc, moi, que Tyler Derrick était vraiment excellent. D'ailleurs, petite info, Toronto vient de marquer. Je pourrais pas vous dire qui parce que le streaming est trop mauvais et ça s'était arrêté, mais un partout. Mais donc ouais, Tyler Derrick qui était plutôt bon, je trouvais, et je pense que ouais, les Galaxy pourraient il pourrait pousser Bingham à être meilleur ou justement lui prendre sa place au cas où il se démarque vraiment. OK. Oui, juste en parenthèse, c'est Osorio, je pense, qui a marqué pour Toronto. Juste pour préciser ça. Vraiment, effectivement. Il se révèle en CONCACAF. On a enchaîné avec la défense. On a fait 4 défenseurs titulaires. On commence avec un arrière-droit qui a mis 4 buts en 10 matchs récemment avec Saint-Etienne et qui se met à rêver d'équipe de France. Donc, on est allé chercher quand même du haut niveau. On ne sait pas s'il signera en MLS. On n'est pas sûr. Mais voilà, Mathieu Debuchy qui, après des années d'errance à Arsenal, revient enfin au haut niveau. Où est-ce que vous avez envoyé l'ancien Lillois, monsieur? J'ai une petite idée. Je sais pas combien Antoine, tu vas être d'accord, mais moi, je pense que ça va être Seattle. Je pense que McCreary est pas assez confiant et je le trouve pas assez à l'aise. Je trouve pas que c'est un titulaire en puissance, mais je pense vraiment que ça va être. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien à Seattle. Bah moi aussi j'avais mis à Seattle, mais c'était pas du tout pour la même chose que toi. Enfin, tu sais qu'on a aussi Leerdam à droite. Oui, mais Leerdam il fait beaucoup de gaffes, pas très. Je sais pas, j'ai pas trouvé très. Il a été bon l'année passée, mais en tout cas depuis le début de cette année, c'est pas trop ça en fait. C'est pour ça qu'il a perdu sa place. Je pense qu'il était pas mal blessé aussi. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'équipe pour le coup, Leerdam. Mais c'est vrai que je l'ai mis à Seattle aussi parce que Leerdam est pas mal blessé justement. Je l'avais mis pour le suppléer pendant ses blessures et aussi parce que Debuchy peut jouer en attaquant droit aussi, ce qui peut intéresser Seattle vu qu'ils ont beaucoup d'ailiers, mais il n'y en a aucun qui donne vraiment satisfaction. Donc je l'avais mis à Seattle aussi. Où est-ce que tu l'as mis toi, Anthony?
Eh bien, moi, là, Debuchy, Seattle, oui, ça pourrait être une bonne idée. Mais sinon, là, peut-être à l'Union de Philadelphie pour aider Roseberry qui en est à une 3e saison en MLS, puisque la défense de Philadelphie est très jeune, donc il pourrait amener une expérience de haut niveau. Et je le vois bien aider là, l'Union. En fait, c'est très logique ce qu'il dit Anthony. C'est vrai que la défense de Philadelphie est extrêmement jeune. Le plus vieux a 24 ans. Je pense qu'il y a des 18, 19 et 20 ans, les autres, ou 22 ans. Mais oui, ils ont besoin d'expérience. Enfin, je trouve qu'ils ont besoin d'expérience, mais je trouve que ce serait plus en défense centrale que les latéraux. Mais ça peut être une très bonne idée quand même de mettre Debuchy. Ah bon, on va parler de défense centrale, d'expérience en défense centrale tout de suite avec Per Mertesacker, qui est un peu le contraire de Debuchy. Lui, il n'est pas sur une renaissance. C'est plutôt le contraire. Dans un article récent, SoFoot expliquait que le défenseur central allemand en avait marre du foot et qu'il avait annoncé un peu sa retraite à la fin de la saison. Mais on va dire que c'est pas le cas. On va dire qu'il n'en a pas marre du foot parce qu'il a envie d'aller aux États-Unis. Les gars, où est-ce qu'il devrait signer en MLS pour se sentir mieux dans sa peau? Eh bien, moi, j'ai fait 2 choix. Le premier, ce serait s'il veut rejoindre son compatriote allemand, là, Bastian Schweinsteiger. Je pense que Chicago aimerait vraiment l'acquérir. Eux qui, pour vrai, cette année, n'ont pas la meilleure défense. Sinon, là, s'il veut plus profiter du soleil, là, je l'enverrais à San Jose, où est-ce que la défense là, a également beaucoup de difficultés en ce début de saison. Oui. Ah, vas-y, Antoine. Ah, merci. D'accord, au niveau. Moi, je choisis aussi, comme toi pour San José, je choisis une piste un peu tranquille pour qu'il se sente mieux dans sa peau, justement. J'ai choisi Colorado, comme ça, il sera tranquille dans les montagnes. Pépère, le père. Et il va être, à mon avis, très bon aussi dans cette défense de Colorado qui a un peu de mal. Il peut apporter l'expérience et je suis sûr qu'avec Tim Howard, ils auront plein de souvenirs à se raconter. Et il sera vraiment à l'écart d'une pression constante que peuvent avoir les joueurs de clubs plus huppés de MLS. Et toi, Adi? Moi, en fait, c'était effectivement ce que j'avais dit avant. Moi, j'ai mis Philadelphie. Je trouve que l'expérience en défense centrale pour une défense aussi jeune, il peut vraiment être le général un peu de cette défense-là et leur dire exactement quoi faire. Vraiment, en fait, être le leader de la défense. Je le vois plutôt dans ce rôle de leader qui est plus que en pensant à lui, je pense plus à l'équipe où il va jouer. Après, c'est sûr que San Jose, c'est une très bonne idée. Colorado aussi. C'est toutes des équipes qui ont des problèmes défensifs. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes défensifs. Et notre prochain joueur dans notre 11 est aussi allemand. Il est en fin de contrat à Stuttgart. Et c'est Batchtuber, le compatriote de Per, qui a 31 sélections, 29 ans. Il est revenu au top cette saison et il est envoyé, on entend son nom près de la Lazio Rome. Le club devrait le signer. Personnellement, j'ai choisi Houston Dynamo. Ils ont un spot de joueurs désignés et ils ont surtout beaucoup de mal défensivement à la maison. Quand ils sont à l'extérieur aussi l'année dernière. À mon avis, un défenseur central, un joueur désigné, de la solidité de Batchtuber, sachant qu'ils n'ont pas besoin d'attaquant, donc ce spot de joueur désigné serait vraiment parfait pour lui. Et il a l'expérience, donc il pourra, à mon avis, dans les matchs à l'extérieur, vraiment motiver son équipe. Seul problème, vu qu'il est allemand, il n'aura peut-être pas trop l'habitude de la température de Houston, mais on va dire que c'est un petit point de détail. Après tout, Philippe Sandero, c'est bien là-bas, donc pourquoi pas Batchtuber. Vous l'avez envoyé où, vous, les gars? Moi, je l'ai envoyé du côté de Seattle, puisque Batchtuber est seulement âgé de 29 ou 30 ans, là. Donc, pour Seattle, ça pourrait être, il pourrait prendre la relève de soit Torres ou Marshall ou faire même une rotation. Et je crois que ça ferait du bien à la défense, là, des champions de 2016, là. Je sais pas si toi, Antoine, là, Seattle, pour toi, tu aimerais l'avoir. Il est quand même un peu vieux, tu vois. Je pense qu'il faut quelque chose d'un peu plus jeune, mais c'est une option. Après, si tu fais jouer un joueur désigné, je crois que Seattle, ils ont besoin de signer peut-être un attaquant en joueur désigné. Mais à voir. Et toi, Adi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est plutôt, en fait, un peu le même argument qu'a donné Anthony pour Mertesacker à Chicago.
je trouve qu'effectivement, il y a quand même une relation entre lui et Schweinsteiger, qu'ils ont joué tous les deux au Bayern, un tout petit peu en équipe nationale, mais quand même, c'est surtout au Bayern, le jour, ils se voyaient, ils s'entraînaient ensemble, ils se connaissent quand même assez bien. Et je trouve qu'en tout cas, la défense de Chicago a vraiment besoin d'un défenseur central, que ce soit Mertesacker ou Batstuber, parce que Campbell et Lillard, puis mettre Schweinsteiger en défense centrale, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et... Ouais, Anthony? Ouais, j'aurais dit la même chose, mais je voulais pas me répéter. C'est ce que je pensais aussi. J'hésitais entre les deux, moi aussi. Après, en plus, pour les Allemands, la ville de Chicago, c'est une ville. Ceux qui ont vu Ferris Bueller le verront, c'est une ville qui a un peu un héritage allemand, donc même le climat est plus allemand que Houston. Donc ça peut être un choix très sympa pour les deux. On va partir sur l'héritage allemand, c'est plutôt Cincinnati maintenant avec le nouveau nom du club, aussi, ouais. Football Club. Là. Ouais, on en parlera dans notre prochain segment d'ailleurs. Ok. Mais t'inquiète, pas de souci, c'est très bon petit spoil. On va partir de l'autre côté de la défense avec un autre international français comme Mathieu Debuchy. Là, c'est Benoît Trémoulinas qui n'a pas de club depuis presque 6 mois. Après pourtant de belles saisons à Séville, mais il attend des propositions intéressantes. Est-ce que la MLS devrait le prendre? Est-ce que c'est un joueur qui vaut la TAM? Qu'est-ce que tu en penses, Hadi? Je trouve que c'est un excellent joueur. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'il a été blessé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais c'est tout un joueur qui a été champion de France avec Bordeaux. Très bon, surtout offensivement. Il est bon défensivement, mais il a une qualité de centre quand même très, très, très intéressante. Oui, la MLS devrait vraiment signer quelqu'un comme Tremoulinas. Moi, je le verrais à Colorado parce que Colby en défenseur gauche, je trouve qu'il n'est pas assez percutant offensivement. Puis ça ajouterait une touche offensive de plus et ça pourrait exploiter le jeu de tête de Badji en attaque. Et toi, Anthony? Ouais, moi, je l'aurais vu, moi, dans l'État voisin, à Utah, là, avec le Real Salt Lake. Je crois que c'est une équipe là, que même avec des Berkelman, des Raimondo, ont quand même besoin d'expérience en défense avec des jeunes joueurs comme Glad ou Danilo Acosta. Donc, je le vois bien, pourquoi pas prendre le poste de défenseur gauche. Et ça pourrait vraiment être bénéfique pour les Joao Plata, les Rusnak, les Savarino du Real Salt Lake. Je crois qu'ils pourraient les aider offensivement. Donc, ouais, moi, ce serait le Real Salt Lake. Ouais, j'avais mis la même chose que toi. Je m'étais dit, aussi avec Plata, vu qu'il est très offensif, comme tu disais, Adi, c'est vraiment un joueur qui peut faire la différence et délivrer de bons ballons. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, mais aussi avec ton choix, Adi. On va passer sur le banc. Nous, on a deux petits défenseurs. On va en parler très rapidement. On a Bakary Sagna qui vient de trouver un nouveau club à Benevento en Serie A pour un contrat de 6 mois après 1 an sans jouer. Donc, après ces 6 mois, il pourrait peut-être partir en MLS. Et notre dernier joueur aussi, on va faire les deux en même temps, qui est un Néerlandais qui était venu au LA Galaxy avec des étoiles dans les yeux, mais avec des rêves vite brisés. Il s'appelle Piet van Aanholt et il n'avait pas eu son contrat au Galaxy s'expandre. D'ailleurs, c'est un arrière droit, si je ne l'avais pas dit, avec 5 petits matchs seulement avec les Galaxy, alors qu'il avait pourtant joué une centaine de matchs en Eredivisie. Vite fait, moi j'avais pensé Sagna un peu à San José, parce que au vu de leur dernier match, leur défense, c'est n'importe quoi. Il peut apporter un peu d'expérience et vu son âge, il ne verra pas courir en attaque pendant tout le match. Donc, il apportera un peu de solidité derrière. Et Van Holt, je l'avais vu au LAFC simplement parce qu'il manque de profondeur, la LAFC. Et Van Holt va clairement pas être titulaire. Donc, je pense que tu le mets là, tu le mets en rotation. S'il y a des blessés, il jouera. Mais sinon, à mon avis, il se plaira bien. Et puis, s'il a été au Galaxy, peut-être qu'il habite à LA. Donc, ce sera encore plus simple pour lui de bouger à LAFC. Où est-ce que vous avez mis nos deux remplaçants? On va commencer par Anthony. Oui, moi, là, Sagna, je le verrais bien du côté des Whitecaps pour aider Jack Nowinski, qui est tout le monde à sa deuxième saison, malgré qui est à sa deuxième saison, là, malgré ses bonnes performances. Donc, je verrais bien Bakary Sagna lui enseigner le poste de défenseur droit encore mieux qu'il le fait déjà. Par exemple, Van Hoyt, là,
j'avais pas trop d'idées où le mettre. Là. C'est vraiment un joueur de profondeur. C'est à voir c'est quelle équipe qui a assez de place internationale pour l'accueillir en tant que remplaçant. Mais oui, là, le LAFC, je crois que ça serait une bonne, une bonne place pour lui. Là. On est souvent sur la même longueur d'onde, hein, Anthony, parce que Sagna, j'ai mis Vancouver moi aussi, parce que c'est sûr que Nerwinski, effectivement, il a fait de bonnes choses, mais il n'est pas aussi dominant que ça à droite. Pour ce qui est de Van Aanholt, moi j'ai trouvé un peu un petit bémol à Columbus. Oui, Valenzuela fait un début de saison inimaginable, excellent, mais il n'a pas de doublure. En tout cas, pas de doublure de bonne qualité. Donc, je verrais bien Van Aanholt être la doublure de Valenzuela. Peut-être faire avancer de temps en temps en fin de match Valenzuela plus dans un rôle offensif, puis mettre Van Aanholt en défenseur gauche. Ça pourrait être une bonne idée pour Berhalter. Mais c'est vrai qu'Anthony, tu as soulevé un point assez important. C'est vrai qu'avec la place d'international, mettre un remplaçant défenseur droit, gaspiller une place internationale pour un défenseur arrière droit, remplaçant, c'est pas la meilleure stratégie, mais bon, c'est la règle du jeu, il fallait qu'on le place quelque part. On va passer au milieu de terrain. Ouais, ce qui est intéressant, juste pour le dire, Van Aanholt, il peut jouer à droite et à gauche. C'est ça qui est intéressant. Il est quand même assez versatile. Il peut jouer dans les deux postes assez facilement. D'accord. On va passer. Merci pour ces petites remarques. Donc ouais, ça peut intéresser pas mal de joueurs, des joueurs comme ça, surtout quand c'est remplaçant. On va passer au milieu de terrain. On a un petit quatuor qu'on a mis, avec notamment le premier, le milieu central, sentinelle devant la défense, Antonio Nocerino. Malgré des contacts avec Gênes, l'ancien milieu d'Orlando n'a plus de contrat depuis janvier. Il a pourtant joué 52 matchs en 2 saisons avec Orlando. Personnellement, moi, je l'aurais peut-être mis à Philadelphie, qui ont perdu Perry Kitchen dans ce secteur du milieu de terrain, mais si Perry Kitchen est peut-être un peu plus offensif, je trouve que milieu de terrain, Philadelphie, ça, bon, c'est pas terrible, un peu comme toute leur équipe d'ailleurs, un peu d'expérience, comme vous le disiez en défense, au milieu de terrain, ça leur ferait pas de mal. Hadi, où est-ce que tu nous as envoyé l'Italien? Je verrais bien Nocerino avec Minnesota dans un rôle de rotation avec Ibsen. Entre lui et Ibsen, ils peuvent se faire les matchs parce que Ibsen a déjà 34 ans, lui il a 33 ans. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant parce que Minnesota a quand même une équipe assez jeune. Je l'ai vu là-bas, moi. C'est pas bête. Et Anthony? Oui, moi, là, je suis d'accord avec Adi au Minnesota, mais sinon, là, il pourrait quand même intégrer plusieurs équipes grâce à son expérience. Moi, rapidement, là, 2 équipes, peut-être le DC pourrait améliorer le milieu de terrain. Sinon, là, une équipe comme le FC Dallas, ça pourrait peut-être rajouter de la robustesse quand on voit qu'Acosta est quand même souvent blessé. Guruzzo, des fois, a quand même de la difficulté. Là. C'est pas comme en début de saison dernière. Là. Ouais, il y a beaucoup d'équipes globalement où ils pourraient entrer, parce que beaucoup d'équipes en fait manquent d'expérience dans ce milieu de terrain, surtout en défense centrale. Est-ce que vous lui donnerez un contrat de TAM player ou pas du tout? Moi, non. Moi, je trouve que pas besoin. Il connaît déjà la MLS, il sait déjà c'est quoi. Il a du mal à trouver un club. Il a plus beaucoup de contacts en Italie, en tout cas d'après ce que je vois. Et je trouve qu'il il mérite pas de la TAM. Je pense qu'il peut signer un contrat normal, sans aucun problème. Ouais, surtout qu'il n'avait pas épaté avec Orlando. Peut-être que oui, il a fait plusieurs rencontres, mais c'est pas pour rien qu'un club Orlando qui manquait là, de qualité le laisser partir. Là. Je crois que s'il aurait été aussi bon, là, je crois qu'Orlando l'aurait gardé. Là. Effectivement. Ouais, je suis d'accord. On va passer au deuxième milieu central. Le Belge Marouane Fellaini, c'est un pari un peu fou, mais le milieu de terrain mancunien, qui est souvent raillé pour son jeu un peu maladroit, il est libre malgré un talent. Enfin, il a un talent certain. Il sera libre, cet été. Alors, qui pourrait le prendre en MLS? Moi, j'avais pensé à Minnesota, comme vous l'avez pensé pour Nocerino. Je m'étais dit, ouais, comme tu l'avais dit, que ça commence un peu à vieillir du côté de Gibson, et ils ont un vrai effectif de jeu de tête. Je pense que Dan l'a dit, il est assez bon dans ce secteur-là. Pareil, Fellaini, il marque pas mal de buts de la tête. Comme souvent, les ailiers de Minnesota ont pas mal l'habitude de faire des centres et, à mon avis, peut pas mal les réceptionner. Quel club vous avez choisi pour lui? On va commencer par Anthony.
Ouais, eh bien, moi, j'aimerais bien le voir avec le LAFC, une nouvelle équipe. Et je crois là, que ça ferait une belle paire avec Benny Fowler, deux joueurs assez flamboyants. Là. Je crois que Fellaini pourrait remplacer un Mark Anthony Kay qui pourrait apprendre le métier en MLS, là, plus du côté du banc et rentrer parfois. Je pense pas que Kay a le niveau de partant MLS. Donc, ouais, Fellaini au LAFC, là, je crois que lui, il serait bien content du climat de LA après avoir passé son temps à Manchester. Et Bob Bradley, je crois qu'il préfère du très beau jeu avec Fellaini. Ouais, en fait, ce serait une très bonne idée de le voir à LAFC, mais moi, je l'ai plus vu parce que je suis quand même un peu content des rumeurs que j'entends sur la possible arrivée de nouvel investisseur pour DC United. Puis j'aimerais revoir DC amener du beau jeu et amener de grosses pointures. Puis moi, je verrais bien Fellaini à DC. Ça va libérer un peu le côté un peu plus défensif pour Acosta. Puis je pense que ça va donner ce qu'il faut comme énergie pour que DC puisse aller un peu plus s'occuper de leurs gros problèmes offensifs. Après, ce ne sera pas suffisant, mais n'empêche, je trouve que ce serait une pièce quand même assez importante pour une équipe pareille. Ouais, après, tu parles de beau jeu. Je suis pas sûr que Fellaini soit le milieu brésilien de tes rêves. Mais c'est vrai Non, que je veux dire, ça va libérer des espaces et en fait, ouais. les, ah, tout ce que Acosta est en train de faire défensivement, en fait. Ça va lui donner plus de Ouais. chances à aller vraiment à des tâches plus offensives, en fait. Et vous lui donnez un contrat, par exemple, de joueur désigné, tous les deux? Oui, oui. Moi oui aussi, ouais. Je suis d'accord aussi. Il vient de Manchester United quand même. Faut pas déconner parfois. Sur les ailes, on aura un autre milieu, cette fois français, Johan Gourcuff, qui finit son contrat à Rennes, qui est apparemment est pisté par Guingamp, mais qui pourrait être une belle addition à MLS malgré un physique un petit peu compliqué dans une ligue qui donne pas mal de coups. En MLS, où est-ce que tu l'envoies, Adi? Ben, je vais peut-être surprendre, mais moi, je le vois bien aux Red Bulls. Oui, c'est une équipe très jeune. Oui, Jesse March aime jouer avec les jeunes et ainsi de suite, mais je pense qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'un peu plus d'expérience. Oui, il a Wright Phillips, mais je trouve qu'entre Gamara et Valo, je pense il a besoin d'un joueur un peu plus talentueux techniquement. Moi, je verrais bien Gourcuff dans ce rôle-là en 10 Ouais, au Red Bulls. je l'ai mis à Red Bulls aussi. Je m'étais dit que quand on voit parfois à Lyon ou à Bordeaux, quand il avait Chamac devant lui, vraiment des caviars. Et là, si on a Bradley Phillips devant lui, à mon avis, il met 5, 6, une dizaine de passes décisives dans l'année et pourra remplacer Oui. vraiment Kleftan. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Anthony? Ouais, c'est une bonne idée, mais moi, je l'aurais vu, moi, à l'Impact de Montréal, là, l'Impact qui se cherche un numéro 10. On parle beaucoup de Ling Nguyen, là, mais je crois que Gourcuff, ça pourrait être intéressant. En plus, avec Rémi Garde qui vient de Lyon, Gourcuff qui a déjà joué à Lyon. Ça serait, je crois, moi, un bon match là, entre les deux. Là. Est-ce que vous lui ferez jouer un contrat de TAM malgré ses blessures récurrentes? Oui, pas plus que Tam. Je le vois pas comme joueur désigné. En tout cas, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fait une saison complète. Je pense que ça jouera dans la balance en lui donnant juste du temps. Ouais, même chose pour moi. Ok. On va parler par contre d'un joueur qui, lui par contre, ne joue plus du tout. Yaya Touré, qui depuis que Pep Guardiola est arrivé à Manchester City, il ne fait que des petits bouts de match. Alors on peut penser Manchester City que la prochaine étape logique est New York City FC qui appartient au même groupe. Est-ce que vous l'envoyez dans un autre club que ça, les gars? Moi, non. Je le vois à New York City FC. Je vois nulle part d'autre où il peut être. En plus, je trouve que ce serait quand même une très bonne paire avec Herrera au milieu. Et ça va donner un peu. Il peut aussi jouer en milieu offensif à la place de Maxi Morales. Il a de temps en temps des petites blessures, Morales. Donc, je trouve que quand même, c'est un bon match avec New York City FC. Et toi, Anthony? Ouais.
Même chose pour moi, là. Le plus logique, c'est la NYCFC. Je crois que Sylvain MLS, c'est là qu'il va atterrir, excepté s'il il est rancunier envers envers City. Mais si jamais là, il est rancunier envers City, là, pourquoi pas aller au DC United, une équipe qui a besoin d'un milieu. Et c'est quand même une équipe classique de MLS. Ouais, je me disais aussi en plus avec si c'est la dernière saison de David Villa, ils ont besoin, malgré un bel effectif de jeunes, ils ont quand même besoin de têtes d'affiche. Il n'y a plus Lampard, il n'y a plus Pirlo. Il faut vendre des maillots. Donc, à mon avis, Touré sera assez bon dans ce rôle. Il joue 1 ou 2 ans, puis voilà, peut-être qu'il sera entraîneur après. Mais à mon avis, c'était un bon match pour la ville de New York. Ouais, non, c'est une bonne chose, je trouve. On va faire un tour rapide chez les remplaçants, comme ce qu'on avait fait en défense. D'abord, les gars, très rapidement, Keisuke Honda, qui avait failli signer à Seattle l'année dernière, puis finalement est parti au Mexique, où il fait une assez bonne saison, mais il sera libre au prochain mercato. Où est-ce que vous envoyez l'international? Bon, moi, je trouve que Honda, déjà, il fait toute une carrière, et puis je le verrais bien à Dallas. Même si Dallas a besoin aussi d'un attaquant. Mais je pense que dans le centre du terrain, en numéro 10, Honda peut faire beaucoup de bonnes choses à Dallas. Toi, Anthony? Ouais, moi je suis d'accord. Là, je crois que. Mais en fait, Honda, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui pourrait quand même aller dans tous les clubs MLS, à part peut-être 2-3. Là. Je crois que ça pourrait aider dans. il pourrait en fait aider tous les clubs MLS, là. Mais oui, là, le choix a dit, là, c'est logique pour moi aussi. Là. Ouais, moi je l'avais mis à DC pour apporter un peu de leadership sur le terrain, vu qu'il a un peu d'expérience. C'est vrai que c'est un gars qui peut aller un peu partout. Au contraire, un mec qui a un peu plus de mal en ce moment, qui est aussi sur notre banc de remplaçants, Samir Nasri, rapidement, où est-ce que vous l'envoyez? Tellement difficile à gérer, Samir Nasri, mais ce qui a fait gâcher sa carrière. Mais par contre, il a des qualités de malade. Moi, je trouve qu'il a besoin d'un gros collectif pour briller. Je suis un peu dans l'optique de ce qu'Anthony avait dit avec Real Salt Lake, que oui, ils ont besoin un tout petit peu plus de leadership. Ils ont déjà Rimondo et Beckerman, mais en tant que milieu offensif, dans le secteur offensif, je pense que Nasri fait très bien, en fait. Ouais, ce serait marrant de le voir dans l'état des Mormons, Samir Nasri. Ouais, c'est vrai que ça serait bizarre, mais j'ai fait abstraction de ça. Non, moi, je l'avais envoyé à Colorado, ou comme pour Mertesacker, personne ne viendra l'embêter, il sera un peu tranquille, il pourra jouer au foot assez tranquillement, mais c'est vrai que j'aurais pu l'envoyer à Real Salt Lake aussi. Toi, Anthony, tu l'as mis où? Ben moi, je le verrais quand même bien là, dans l'état du Massachusetts, remplacer un Lin Nguyen. Là, je crois que ça pourrait quand même bien faire. Là. Boston, c'est quand même une grande ville, mais il y a moyen qu'il soit pas trop dérangé. Donc, les Revolution, là, je crois qu'ils seraient capables de faire du beau boulot dans cette équipe. Je peux penser à New England. Vas-y, excuse-moi. Ouais, je veux dire qu'ils avaient quand même beaucoup de numéro 10 New England. Donc, je sais pas si je suis trop d'accord. Ils ont beaucoup de déliés. Je pense à Bunbury, je pense à Fagundes. Enfin, ils ont pas mal d'éléments au milieu offensif. Je suis pas sûr que. Ouais, mais central, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose au centre. C'est plus des joueurs de couloir d'habitude. En tout cas, des ailiers, des joueurs qui jouent sur le côté. Donc, en 4-2-3-1, en 10, je pense que Nasri peut faire son trou en Nouvelle-Angleterre. J'aime bien l'idée. Faut voir, ouais. Et dans les autres remplaçants, on a aussi Maurice Edu, qui est un joueur de rotation un peu MLS, qui avait joué à Philadelphie dernièrement. Et personnellement, moi, je l'aurais envoyé à San José, mais c'est vraiment en rotation, mais un peu envoyé n'importe où qui ait besoin de profondeur. Où est-ce que vous l'auriez mis, les gars? Maurice Edu, c'est quand même 49 sélections en équipe nationale des États-Unis. Oui, il a été blessé pendant longtemps. Je pense que ça fait à peu près 2 ans qu'il n'a pas joué une saison complète. Il est revenu comme il faut, peut-être pendant 6-7 matchs l'année passée avec la réserve de Philadelphia. Par contre, je vois qu'il peut donner encore beaucoup de bonnes choses en tant que doublure ou en tant que rotation pour un club. Il a quand même beaucoup d'expérience, puis en fait, il ne prend pas de place internationale.
Je le verrais bien au Galaxy. Avec le nombre de blessures qu'ils ont en tant que milieu, au milieu, je le vois bien au Galaxy de Los Angeles. Il aura du mal à jouer quand même, vu le nombre de. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessures, mais il y a quand même beaucoup de milieux. Oui, mais sauf que, ouais, mais c'est ça. Mais en fait, juste lui donner 5 à 10 matchs, je pense pas qu'il aura besoin de plus, mais il pourra faire la job. Et toi, Anthony? Ouais, en fait, moi, je pense que Maurice Edu, là, c'est rendu comme un Colin Warner. Donc, déjà là, on enlève Minnesota. Mais je le verrais bien, moi, pourquoi pas, là, aider, là, le Orlando CTSC, là, peut-être rajouter de la profondeur au milieu. Surtout que, ouais, je pense pas que Edu, c'est plus que 10 matchs par année à MLS. Donc, pourquoi pas rajouter un joueur expérimenté dans cette équipe tout de même jeune avec des Mueller, des Coleman. Donc, oui, Orlando, j'aimerais bien le voir là. Ouais, clairement un joueur de rotation pour une équipe qui a besoin d'un peu de milieu. On a un petit milieu bonus. C'est compliqué parce qu'il a une situation contractuelle qui est un peu un bazar, on pourrait dire. C'est Lewin qui est toujours contractuellement lié au New England Revolution, mais qui n'a pas forcément envie de jouer. Puis finalement, il est revenu dans le camp d'entraînement des Revs, mais au final, Brad Friedel le prend même pas sur le banc. Il est lié à Chicago et personnellement, c'est vrai que je le verrais tellement à Chicago qui ont vraiment besoin d'un milieu créateur, ça se sent. Ils ont récupéré plein d'argent de Hakam, donc à mon avis, ce serait une excellente addition. Ils peuvent lui donner un contrat de TAM, pas forcément super, enfin pas à la Ibra, mais un contrat de TAM de un peu moins d'1 million. Et ce serait une excellente addition, à mon avis, pour l'effectif de Chicago, pour en mettre un peu de folie en attaque. Où est-ce que vous l'avez envoyé? On commence par Adi. Oui, en fait, oui, effectivement, j'aurais dit l'Impact, mais depuis que Rémi Garde fait en sorte de jouer en 3-5-2, j'ai tendance à penser qu'il va continuer à jouer avec 2 attaquants. Donc, je pense pas qu'il aura besoin d'un 10. Mais oui, Chicago, c'est effectivement là où je l'ai mis. Je pense que c'est là qu'il devrait être. L'équipe est faite pour lui, en fait. Ouais. Toi, Anthony? Oui. Montréal, oui. Chicago, oui. Mais par exemple, là, j'aimerais, c'est quand même assez là, audacieux, mais j'aimerais ça, moi, le voir du côté du Dynamo de Houston. Il pourrait remplacer un Vicente Sanchez que l'an passé faisait tellement du bien à Houston, mais dû à son âge, là, a beaucoup moins d'impact. Mais oui, à Houston, je crois que ça pourrait être un bon mélange avec Ellis, Manotas. Ça pourrait être beau à voir. Ouais, c'est pas mal, c'est assez exotique comme destination, mais je suis d'accord. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que personnellement, moi, ça me fait vraiment mal de pas le voir jouer. C'est un de mes joueurs préférés l'année dernière. Et le voir se traîner en tribune ou je sais pas, moi, au centre d'entraînement de Boston, ça me fait vraiment de la peine. Ouais, effectivement, c'est du gâchis parce qu'il a beaucoup de qualités techniques. Et puis, c'est un joueur spectaculaire qui nous manque en MLS, je pense, cette année. C'est clair. Et en parlant de joueurs spectaculaires, on va arriver dans la partie des attaquants. Et là, on s'est fait plaisir. On a vraiment mis vraiment des bons. On a dû en enlever certains. Désolé, on ne parlera pas, par exemple, de Loïc Rémy. Mais on a fait pas mal on a pris 6 bons joueurs et un duo le duo titulaire qui est bien connu des rumeurs récemment. On a d'abord Bobby Wood, international américain qui, malgré qu'il ait 3 ans de contrat restant à Hambourg, il ne devrait pas faire les vieux os en Allemagne vu que son équipe est pas loin de la relégation. Il joue moins cette saison, il n'a marqué qu'un but alors qu'il en avait mis 9 la saison passée. Et à 25 ans, c'est déjà un joueur expérimenté avec la sélection et qui a 11 buts avec les States depuis 2013. Après, j'ai vu juste avant de faire le podcast qu'apparemment il devrait rester en Angleterre vu qu'il a des prestations salariales qui sont assez élevées. Mais imaginons qu'on le prenne en MLS, les gars. Est-ce que vous lui donnez déjà un contrat de joueur désigné et où est-ce que vous le faites signer? On commence avec Anthony. Oui, en fait, moi, je crois que Bobby Wood a assez de talent et je pense qu'il vendrait assez de maillots pour qu'il soit joueur désigné. Et moi, je le verrais bien du côté là, du
Sporting Kansas City, qui semble, qui semble destiné à être la maison de la sélection. Là. Donc oui, à Kansas City, je crois, là, entouré des Sanchez, des Russell, je crois que ça pourrait faire beaucoup de mal. Et je sais pas, je sens bien cette relation Kansas City-Bobby Wood. Je crois que ça pourrait mener le SKC très loin. Là. Et toi, Ali? Ouais, le Sporting serait une bonne idée. Il leur faut un attaquant, je suis d'accord. Mais je sais pas, Bobby Wood, moi je le vois beaucoup à Seattle. Je trouve qu'il serait parfait à Seattle. Je pense qu'entre Bruin, entre les blessures de Morris, entre Dempsey qui a déjà 35 ans, je pense que Seattle a vraiment besoin de quelqu'un devant. Je pense que Bobby Wood serait vraiment parfait comme un gant à Seattle. Ouais, j'ai mis tout de suite aussi dans ma franchise parce que déjà il a un profil qui ressemble un petit peu à Maurice, donc c'est pas plus mal. Il va apporter un peu de rapidité dans cette équipe qui est assez lente, qui est assez vieille. Lui, il est un peu jeune. En plus, c'est un club, c'est-à-dire que voilà, quand tu as fait quelques années en Europe, t'as pas envie de revenir et de jouer. Je sais pas, j'ai pas envie de décriviser aucun club, mais tu vas pas aller jouer à Minnesota. Tu as quand même envie d'avoir un certain standing. Et Seattle est quand même un club assez connu, assez grand dans l'histoire de la MLS. Et ouais, c'est un joueur rapide, un joueur jeune Seattle, il lui reste un contrat de joueur désigné, donc c'est-à-dire qu'il peut jouer en plus en joueur désigné. Ils ont besoin d'un numéro 9, ce serait parfait. Et ça, je l'ai dit avant, il y a pas parce qu'apparemment, il demande beaucoup, beaucoup d'argent. L'autre grosse rumeur, c'est Mario Balotelli. À Nice, il joue plutôt bien depuis son arrivée et il en avait besoin parce qu'il s'était pas mal perdu un peu partout en Europe. En MLS, alors que DC se serait positionné grâce à leurs nouveaux acheteurs, est-ce que vous le voyez autre part que dans la capitale américaine, en France avec Cadi? Oui, je le vois autre part que dans la capitale américaine. Je trouve que Balotelli est un peu bling-bling. Puis il a vraiment besoin d'avoir ce côté un peu fantasque. Moi, je le vois bien à Toronto. Je sais que beaucoup de personnes vont vouloir me taper après, là, mais je le vois pas à Toronto. Je trouve que Jovinko peut jouer un tout petit peu plus en retrait avec Altidore et Balotelli devant. Ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Et avec Vasquez sur le banc. Ouais. Ouais. Quand même. Ouais. Et à toi, Anthony? Ouais, ben, moi, je l'aurais bien vu, moi, dans la ville de la Grosse Pomme, là, au NYCFC. Je crois que il pourrait bien prendre la relève de David Villa, là. Donc, ouais, le NYCFC, je crois que en plus, il a déjà été en contact avec les proprios. Donc, oui, Balotelli est fait pour un gros marché. Donc, soit le NYCFC ou pourquoi pas le LAFC. Mais j'en doute, mais pourquoi pas le FC, là, mettons, pour jouer à la place de Marcos Ureña, là. Ouais, j'ai mis aussi au LFC, vu que, à mon avis, bon, ceux qui ont déjà vu en interview sauront. Moi, Bob Bradley, à mon avis, il se laisse pas marcher sur les pieds par un mec comme Mario Balotelli, il le recadre bien les tiens. C'est vrai qu'après, Toronto, c'est pas mal, malgré qu'ils aient 3 joueurs désignés. Ouais. Et New York City FC, c'est pas bête aussi, vu que Villa est en fin de contrat. Ouais, mais joueur désigné, quand tu y penses, ouais. Zlatan, il a signé là où il y a 3 joueurs désignés. Donc, avec la C'est TAM, vrai. il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire maintenant. En tout cas, moi, je pense que joueur désigné ou pas, il peut toujours signer dans un club qui a déjà 3 joueurs désignés. D'accord, et ben dans ce cas-là, Balotelli à Toronto. C'est vrai que Toronto ont besoin de renfort en plus, ils se portent. Ils ont besoin de Ouais. renfort offensif. Altidore Jovinko, c'est pas assez. Non, c'est pas que c'est pas assez, c'est qu'ils veulent toujours plus. Ils ont l'argent, Ça, ils ont ce qu'il faut, ils ont les facilités, les facilités et les installations extraordinaires. Je vois pas pourquoi ils mettraient pas encore plus de sous pour aller chercher 2, 3 trophées de plus que celui de l'année passée. pourquoi pas. On est allé aussi chercher 4 attaquants en remplaçant. Certains ont plus de chances d'arriver que d'autres, mais c'est pas grave. On commence tout de suite avec André-Pierre Gignac, qui sort de vraiment bonne saison au Mexique, qui pourrait ne pas rester à Tigres. Alors, moi, les gars, j'ai pris en sorte. Pardon, oui, c'est la bonne.
Je vais avoir suivi les Tigres, pardon. J'ai mis dans une équipe un petit peu populaire aussi comme Tigres. J'ai mis à Portland. Ce serait, je trouve, super drôle de le voir jouer en face d'une ville qui a une vraie culture de foot, même si le stade n'est pas énorme. À mon avis, là aussi, comme au Mexique, il peut y avoir des enfants qui sont nommés André Pierre d'après lui. Il a encore pas mal de talent. Asie est tout le temps blessé. Et avec un Valérie ou un Blanco qui lui refile des bons ballons, il pourrait faire beaucoup de mal. Sinon, j'avais pensé aussi à Kansas qui a vraiment besoin d'un numéro 9 et Johnny Russell et Gignac, ça pourrait vraiment faire un beau duo. Où est-ce que tu l'as envoyé, Anthony? Moi, j'ai peur qu'il prenne foi aux endroits que tu l'envoies. Moi, je le verrais quand même bien au FC Dallas. Une ville quand même très proche du Mexique. Donc, oui, FC Dallas, là, il pourrait remplacer un Maxi Urruti qui avait des envies de départ. Et je crois qu'avec Roland Lama, là, et ça pourrait être une bonne relation. Mais je pense pas qu'il va, qu'il va arriver en MLS. Mais oui, le FC Dallas, ça serait une bonne idée, je trouve. Et toi, Adi? Oui, c'est sûr que c'est quand même, on est en train de faire des suppositions. Moi, je trouve que il est fait pour l'Impact de Montréal. Je sais pas si c'est mon cœur de partisan qui parle ou bien quoi que ce soit, mais je pense qu'il est vraiment fait pour l'Impact de Montréal. C'est un joueur explosif. Quand même, l'Impact est quand même un club avec beaucoup de supporters très demandants. Il est habitué à la pression entre les Tigresses, entre Marseille. Et je pense que c'est quelqu'un de très affectif. Donc, ce qui fait que je pense que le fait d'avoir autant de Français autour de lui, la langue française autour de lui, je pense que ça va beaucoup l'inciter à venir jouer dans une ville francophone. Moi, je le vois bien à l'Impact. Ouais, on se rejoint un peu sur le côté ferveur populaire qu'il aime autant, mais Ouais. ça que l'Impact a plus de Français pour lui. Je pense que si on avait fait l'émission avant l'arrivée d'Ibrahimovic, je l'aurais bien mis au Galaxy dans le sens, voilà, c'est une ville où, à mon avis, il s'éclatera et puis il sera avec son pote Alessandrini. J'aurais bien mis au Galaxy, mais c'est vrai que depuis qu'Ibra, l'attaque est vraiment embouchée. Et c'est vrai que Montréal a besoin d'un attaquant de pointe qui est sans Anthony. Ouais, effectivement, en fait, c'est le gros besoin de l'Impact de Montréal maintenant à l'attaquant de pointe. Ouais. Ouais. On est d'accord avec ça, le Québec. Gignac ira au Québec. Ensuite, on va parler, si ça arrive, vous pourrez le dire, c'est Adi Raphaël qui l'a dit en premier. Ensuite, on va partir du côté, on va rester au Mexique, pardon. On va aller voir Chicharito, la star mexicaine. Il a été plusieurs fois en contact avec des clubs de MLS, notamment le LAFC qui voulait en faire un peu sa gondole, sa tête d'affiche pour le club, vu qu'il voulait toucher la communauté mexicaine. Ils ont pris Carlos Vela au final, puisqu'il demandait beaucoup de salaire et il jouait avoir une chance en Europe, mais Chicharito, il galère un petit peu sur le continent européen. Anthony, où est-ce que tu as envoyé le petit attaquant mexicain? Ben moi, je le vois encore du côté du LAFC. Je crois que Bob Bradley va lui faire une deuxième offre qui n'est pas refusée. Et là, ça va être une équipe très intéressante à avoir évolué avec Vela et Chicharito. Donc oui, le LAFC, moi encore, là, j'y crois. Et toi, Adi? Moi, de mon côté, encore une fois, je parle des investisseurs à DC. Puis je trouve que ce serait quelqu'un de parfait pour DC qui a vraiment besoin d'un attaquant. Parce que contrairement à ce que notre cher ami qui s'occupe du compte français de DC, leur attaquant, c'est pas trop ça. Donc c'est ça, j'aimerais bien voir. Pardon? Darren Mattox for life. Voilà, c'est ça, Darren Marcus. J'oubliais le nom tellement, pour moi, il fait pas ce qu'il faut. Je verrais bien Chicharito à DC. D'accord, ouais, je suis d'accord un peu pour ici, mais moi aussi, je l'ai envoyé à LAFC. On dirait qu'ils n'ont pas pris le numéro 9 juste parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir Chicharito qui arrive plus tard dans l'année. En plus, c'est vraiment parfait dans le style de l'équipe. Donc, je verrai bien aussi, moi aussi, à LAFC. Pardon pour la répétition. On va passer aussi en Espagne. Fernando Torres, qui a bientôt fini son contrat avec l'Atlético et qui a été beaucoup lié avec notamment Chicago, mais qui demanderait un peu trop d'argent. Déjà, les gars, est-ce que Torres, vous lui donnez un contrat de joueur désigné? Obligé, je trouve. On n'a pas le choix. Hein. Il viendra jamais pour autre chose qu'un joueur désigné, je pense pas, en tout cas. Et toi, Anthony?
Ouais, oui, moi aussi, je vais désigner Sylvien MLS, là, je trouve que ça a du sens. Ouais, je suis pas très. Enfin, pour moi, joueur désigné, il a vraiment pas le niveau pour ça, pas pour à son âge. C'est un attaquant de pointe. On peut recruter vraiment du Sud-Américain meilleur et moins cher en joueur désigné. Time player, je dirais ouais, mais je pense pas qu'il mérite un salaire au-dessus de Ibra, par exemple. En tout cas, moi, je l'ai mis à Kansas City, qui a vraiment besoin d'un numéro 9, alors qu'ils ont de très bons ailiers. Et ils ont besoin d'un finisseur, à mon avis. Et ce serait parfait. Juste, il met son pied au niveau, une belle réaction de Johnny Russell ou une belle passe de Yoann Croiset. Et à mon avis, il ferait le taf, il ferait un très bon taf dans un stade assez bon. Où est-ce que vous l'avez envoyé? On commence à Asie. Oui, en fait, j'ai eu exactement la même idée que toi, surtout que Shelton peut jouer à gauche, donc lui qui joue en attaquant de pointe maintenant, puis Salois peut aller sur le banc, Salois, il peut aller sur le banc. Je pense que, Ouais. oui, Kansas City attend un attaquant, et je pense que Torres irait bien dans cette équipe. Et toi, Anthony? Oui, je suis d'accord avec Kansas City. Ou sinon, là, j'aimerais bien voir Fernando Torres en vert du côté des Timbers là, pour aider un Fernando Adi, car à part Adi, là, je trouve que Portland manque de profondeur en attaque. Donc, ouais, Adi et Torres, là, ça serait beau à voir du côté de Portland. Ça serait une belle doublette et on va finir avec un autre grand attaquant qui ne signera probablement pas cet été, mais qui a plusieurs fois donné son intention de signer aux États-Unis dans quelques années. Lewandowski, le terrible, l'ancien joueur de Dortmund, Bayern, une machine à but. Moi, je le mettrais s'il signait cet été au LAFC. Ce serait vraiment génial comme coup marketing. C'est-à-dire d'un côté, tu as les Galaxy qui se prennent un vieux Zlatan, et de l'autre, tu as LAFC qui signe Lewandowski au top, qui mettrait but sur but, à mon avis. C'est le choix que j'ai fait. Anthony, où est-ce que tu as envoyé Lewandowski? Ouais, bien moi, je le verrais bien du côté du Chicago Fire, là. Le clan de l'Europe de l'Est avec les Katail et Nikolic, là, ouais, moi, au Chicago Fire, là, ça serait une belle doublette avec Nikolic. Et toi, Ali? Je vais peut-être aussi vous surprendre, mais Lewandowski est tellement habitué à cette pression, ainsi de suite. Déjà, j'ai l'impression qu'Atlanta va vendre Martinez très bientôt, 24 Ouais. ans, avec le nombre de buts qu'il met. Et je vois bien Lewandowski remplacer Joseph Martinez. Ça, c'est mon point C'est de vrai qu'on n'a vue. pas mis grand monde. Ouais, ouais, je vois bien Lewandowski venir oui, OK, on a vendu Martinez pour X montant. Ça va être vendu extrêmement cher. Puis il a juste 24 ans, Martinez. Puis à la place, on amène Lewandowski. Puis là, c'est Atlanta est fini, là. Il y a la fête partout. C'est clair, c'est vrai qu'il est très très bon, même si bon, il y a les rumeurs qu'il envoie du côté de Chelsea apparemment. Mais c'est vrai qu'il n'est pas si vieux, 20 ans. Ce sera un gros gros coup pour la MLS, même si ouais, il risque d'arriver dans 1 ou 2 ans. On va finir sur une petite prédiction, on va dire un petit peu osée. Imaginons, messieurs, que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo signent en MLS. Où est-ce que vous le mettez pour qu'il soit à la tête d'affiche d'une franchise? On commence, Anthony, tu peux mettre un des deux ou les deux, c'est comme tu veux. Eh bien, moi, je verrais bien Messi avec la colonie sud-américaine d'Atlanta. Ça pourrait bien le faire. Il pourrait enseigner à ces jeunes Sud-Américains comment jouer au foot. Pour Ronaldo, là, pourquoi pas prendre la relève de Villa ou NYCFC, là. Je sens que ce serait une ville parfaite pour Ronaldo. La grosse ville de New York City, là, il pourrait se faire bien du plaisir à New York, en plus de régaler le Yankee Stadium et pourquoi pas là, le nouveau stade qui est en approche. Surtout que Tata Martino, en plus, il a entraîné Messi avec la sélection argentine. Donc c'est vrai que pour Messi, ce serait pas mal. Et toi, Adi, où est-ce que tu as mis les deux superstars? Il a aussi entraîné Messi à Barcelone aussi, hein. Ouais, Martino. ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, Ouais. moi je pense qu'en fait, et Ronaldo et Messi, ils attendent une chose. Ils attendent que Beckham ouvre sa franchise Ouais. pour venir les deux jouer ensemble. Je les vois les deux à Miami FC en fait. Ah, En fait, ouais, je pense que Beckham va venir, il va les convaincre d'enfin jouer ensemble, puis les mettre ensemble à Miami FC et ce sera la folie furieuse.
Ah Ce ben, serait absolument dingue. Ouais. si on pouvait faire ainsi, moi, j'espère que les deux vont venir à Nashville. Ouais, j'allais dire ça en blague, mais après. Non, en vrai, je vois super bien Ronaldo à Miami. Ce serait vraiment une ville un peu parfaite pour lui, pour son image. Et Messi, ouais, Atlanta, c'est une très bonne idée aussi avec Tata Martino et ça donnerait un peu d'expérience. Mais pourquoi pas Nashville, hein? Peut-être que Cristiano Ronaldo au final signera avec, je sais pas moi, Minnesota. On ne sait jamais. Et après tout, je suis sûr qu'il regarde les matchs de Abu Danladi avec beaucoup de passion comme on le fait. Sur ce, messieurs, merci beaucoup d'être venus, surtout à toi, Adi. Merci d'avoir participé à ce petit segment que tu nous avais suggéré en plus. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est très gentil. On rappelle que ton blog MLS en folie est disponible à toute heure, sachant que tu fais une sorte de météo de la semaine chaque semaine après le week-end MLS des résultats en donnant une sorte de note qui va du grand soleil radieux à la tempête à chaque club, c'est bien ça? Oui, effectivement, en fait, j'essaie de faire un peu ce que la MLS fait en anglais avec ses power rankings, même si je suis pas très d'accord avec leur façon de faire les choses. Je leur ai fait savoir aujourd'hui si vous avez vu ma discussion. Par contre, ouais, j'essaie de faire un peu la même chose, mais avec une logique derrière, enfin, ma logique derrière, avec, oui, effectivement, 5 climats différents, essayer de voir, selon la forme du moment, qui est bon, qui est sur une bonne forme et qui ne l'est pas. C'est quand même assez intéressant. À date, ça a du succès. Et ouais, on vous invite tous nos auditeurs à aller voir ton blog et aussi à te suivre sur Twitter, @MLS en folie. Merci encore, merci Anthony. On se retrouve juste après pour notre segment Il était une fois en Amérique où on va parler un peu de Cincinnati. Merci encore à Di Raphaël là, pour son expertise comme seul lui sait si bien le faire. Donc, on va continuer avec le segment Il était une fois en Amérique, la guitare acoustique, le western. Je vais commencer directement avec mon Il était une fois en Amérique. Là, je vais parler du FC Cincinnati, qui a mis fin à son problème de stade en trouvant finalement un emplacement qui est quand même au nord de l'État. Là. C'est quasiment aux frontières du Kentucky. Même certains l'appellent FC North Kentucky. Mais la MLS là, semble vraiment se préciser pour cette ville. Toutefois, quel sera le nom du FC Cincinnati? Bien sûr, ce sera le FC Cincinnati, mais est-ce que ce sera Football Club? Football Club? Eh bien, le FC Cincinnati pense bien prendre le Fußball Club, qui fait référence à ses origines allemandes et au nombre d'Allemands qui sont dans la ville. Donc, c'est assez une belle référence et ça rajoute de l'originalité dans la ligue malgré le FC Cincinnati. Donc, oui, le Fußball Club qui pourrait inciter plus d'Allemands à aller à Cincinnati encore. Ouais, et ils ont aussi délivré les plans du stade qui ont l'air très très beaux et qui les met vraiment favoris dans la course à l'expansion par rapport à Sacramento et Détroit. Effectivement, donc Sachant que c'est assez bref comme moment. Il était une fois Amérique. Toi, Antoine, c'est quoi? moi, ça va être encore plus bref, mais on a pas mal de questions d'auditeurs ensuite, donc on enchaîne rapidement. Et moi, c'est la CONCACAF Champions League avec la finale qui se joue en ce moment même. En tout cas, il y a toujours un partout là devant nos écrans, mais c'est vraiment une très bonne chose et on a hâte de voir pour le retour. Moment une fois, il a été une fois en Amérique, pardon, c'est aussi un petit peu un petit teaser. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fera un podcast qui sera un peu plus tard dans la semaine. Et on sera avec Nicolas Hugo, notre boss de Lucarne Opposée, spécialiste Mexique. Et on aura peut-être un invité MLS, on est en train de voir, mais on parlera vraiment de la compétition, de ce que le résultat veut dire pour que ce soit le Mexicain ou l'Américain qui gagne, pardon, le Canadien, ce que le résultat signifie pour la région. Et surtout, les parcours des clubs MLS pendant toute la compétition et des clubs mexicains aussi. Donc, préparez un petit peu, vous, à une grosse dose de qui est vraiment une compétition estimée, je trouve, dans les médias et qui pourtant cette année a vraiment donné beaucoup de frissons, de suspense
et qui nous permet de voir nos clubs de MLS en début de saison. Donc voilà, on a parlé beaucoup de ça et aussi on rappelle que le gagnant de la CONCACAF Champions League est qualifié à la Coupe du Monde des clubs. Ce serait très sympa de voir un club MLS là-bas. Mais sur ce, je crois qu'Anthony, on peut passer aux questions des auditeurs. Effectivement, moi j'ai débuté, là, j'ai regroupé 2 questions en une. La première question de Vincent Marche, la Canadian Premier League ou la NISA, quel projet est le plus chimérique? Et la deuxième question est de Clem 56. Il y aurait-il un jour une ligue digne de ce nom au Canada? En fait, entre les 2 projets, la Can Premier League et la NISA, là, pour moi, le projet le plus chimérique est la NISA, puisque les équipes prennent du retard pour se confirmer et c'est un système promotion-relégation assez méconnu aux États-Unis. Je ne sais pas si à long terme ce projet peut être viable. Par exemple, s'il est viable, ça va peut-être donner le ton aux idées de promotion-relégation aux États-Unis. Et pourquoi le projet de la Canadian Premier League semble plus réaliste, c'est que le Canada met beaucoup d'efforts et il semble vraiment confiant pour instaurer sa ligue. Ça va être bon pour le développement du pays. Et le pays se doit d'avoir une ligue professionnelle s'il veut être un pays digne de ce nom pour accueillir la Coupe du Monde. Donc oui, la Canadian Premier League, là, je rêve d'un jour que ça aille le niveau de la USL. Donc oui, j'ai bien hâte de voir oui, la Canadian Premier League, là, Clem 56, ça sera digne de ce nom au Canada. Là. Ne t'inquiète pas. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec toi pour la Canadian Premier League. Je pense pas qu'elle aura un très bon niveau, honnêtement. Mais à mon avis, ça existera, ça sera fait. Je sais pas si ça sera fait. La NISA, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une nouvelle ligue qui voulait se concentrer pour être une nouvelle D3, voire D2, un peu pour remplacer la NASL. Ça a l'air complètement fumeux comme projet. Ils avaient une seule équipe officialisée qu'ils ont déofficialisée parce qu'apparemment, ils avaient en fait aucun soutien financier. C'est une équipe à Akron et qui est dans l'état de Columbus. Et donc, je pense vraiment qu'il y a aucune chance que cette ligue soit quelque chose de mieux que ce qui se fait déjà. En plus, la USL lance sa propre D3. Et voilà, le seul moyen... Il y a peut-être avoir une nouvelle ligue avec l'ancien propriétaire des Jacks qui a fait un grand congrès avec plein de clubs américains indépendants il y a quelques semaines et qui avait un peu comme projection de créer une division 0, c'est-à-dire une division qui serait un peu complètement indépendant. Mais ça me paraît très fumeux, très compliqué. Le soccer américain, à mon avis, va se concentrer vraiment entre la MLS, la USL et la USL D3. Et pour la Canadienne Premier League, ouais, on a hâte de voir. Et surtout de revoir des clubs comme Edmonton, qui était un peu... qui avait la possibilité de venir. On prend une autre question tout de suite. Question qui nous vient de Mathieu @Machibouzouk. J'aime bien dans le pseudonyme la référence au Captain Haddock. Est-ce que le TFC va pouvoir se qualifier pour les séries? Si oui, est-ce qu'ils font y perdre beaucoup d'énergie pour aussi manquer de force en série, un peu comme Dallas en 2017? Personnellement, je pense qu'une fois la CONCACAF finie, Toronto, ils vont remettre la grosse équipe chaque journée en championnat. Ils vont se qualifier tranquillement pour les playoffs. Certes, ils vont perdre pas mal d'énergie, mais je pense qu'il reste quand même un des concurrents les plus probables pour la MLS Cup. Vraiment un favori avec New York City FC. Il n'y a qu'à voir. Là, en CONCACAF, ils ont réussi à arriver en finale, alors que Vasquez, Mavinga n'ont pas fait beaucoup de matchs. Donc, à mon avis, ils ont un effectif assez profond et ils peuvent compter sur des Ricketts, par exemple, pour leur sauver des fins de match. Et quand Jovinko et Elton ont du mal, c'est Valdez qui a marqué. Donc voilà, à mon avis, ils se qualifient sans problème en play-off. Et après, ça va être un peu compliqué, mais je les vois quand même arriver au moins en finale de la conférence Est. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Ouais, pour moi, le Toronto FC, là, faut pas avoir peur pour eux, là, ils sont tout simplement derniers parce qu'ils mettent des équipes pas très, pas très talentueuses, et de deux, ils ont vraiment la tête ailleurs en ce début de saison. Donc, oui, le Toronto FC va se reprendre en main. Là. Mm-hmm. Oui, et une autre question de Clem 56. Quel est le salaire moyen en USL? Eh bien, là, en 2015, le salaire moyen était de entre 25 000 et 35 000. Donc, après 2 ans... Et c'est par an.
Juste pour dire pas par mois. Oui, 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 désolé, parents. Et aujourd'hui, en 2018, là, je serais pas surpris il n'y a pas de données précises, mais je serais pas surpris qu'il aille monter entre 45 000 et 50 000. D'ailleurs, là, j'ai entendu parler, là, j'avais une discussion avec un joueur quand même de haut calibre là, qui voulait aller en USL. Un Français, là, et le salaire que l'équipe USL lui donnait, c'était 60 000 donc, par an. Donc, oui, la USL, là, les salaires tournent autour des plus bas en MLS. Donc, les salaires les plus bas en MLS, c'est entre 50 000 et 60 000. Là, donc, les salaires USL, là, ça doit être autour de 45 000, je dirais. Là. C'est pour ça qu'on commence à avoir pas mal d'anciens joueurs de MLS qui finissent en USL, comme on en parlait au dernier épisode. Ouais. Ah, ouais, non. Dire quelque chose? Non. Parfait. La dernière question, elle nous vient directement de Baptiste, notre collègue de Lucarne Opposée, qui me demandait qu'est-ce qu'on allait faire pendant la Coupe du Monde. Est-ce qu'on allait se faire des crêpes, vu que quasiment toute l'équipe Lucarne Opposée sera en train de suivre leur sélection américaine, et que nous, pauvres, pendant leur sélection internationale, et que nous, pauvres Américains, nous n'avons ni le Canada, ni les États-Unis. Et ben moi, je vais dire à Baptiste, on va tout simplement déjà bien se moquer de chaque équipe Lucarne Opposée qui se prend des roustes, sachant que ça paraît mal embarqué pour les équipes asiatiques dont Baptiste fait partie. Et ensuite, on va quand même suivre. Il y a beaucoup de joueurs de MLS qui seront du voyage. Je pense par exemple, je sais pas, Roman Torres avec le Panama, bon, même si lui c'est pas mal foutu. Au Mexique, en Uruguay, il y aura quelques joueurs de MLS. Et puis la MLS continue, contrairement à d'autres championnats européens qui s'arrêtent, elle continue juste avant et juste après le tournoi. C'est-à-dire que pendant que les équipes internationales sont en camp de préparation, par exemple, la MLS continuera. Il n'y a vraiment que pendant la compétition qu'elle s'arrête. Donc on aura toujours des tas de choses à dire, que ce soit dans le podcast ou sur Lucarne Opposée. Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu as à faire cet été? Ah, ben moi, c'est la USL, hein. La USL n'arrête pas, là, donc ça va être le moment là, de découvrir des nouvelles équipes à l'ouest, des bons joueurs dans l'est. Donc oui, moi, ça va être la USL. Ce sera sûrement ce qu'on fera pendant nos cultures soccer. Ouais. Toi, je ne sais pas si au Canada, c'est les vacances pendant la Coupe du Monde? Ouais, en fait, là, moi, en fait, là, je ne vais pas avoir d'école, là, donc oui, ça va être travail Coupe du Monde. Moi, je serai sûrement un petit peu en voyage en Argentine, au travail au début, mais après en voyage, donc on verra ce qu'on fera au niveau des cultures soccer, mais on vous abandonnera pas en tout cas, et on fera sûrement des points sur les joueurs de MLS qui seront au Mondial. Je crois que c'était la dernière question qu'on avait, non? Oui, en effet. Donc, on va conclure ainsi. Là. Merci à tous pour cet épisode assez chargé. Merci encore à Adi Raphaël. N'hésitez pas là, à aller voir les autres podcasts Lucarne Opposée, que ce soit Efrika, l'AFC Corner ou Bola Latina. J'aimerais juste rajouter un truc. Merci pour toutes vos questions. On a oublié de vous le dire. N'hésitez pas à les poser parce qu'on a, ce petit segment, il ne vit pas si vous ne nous envoyez pas de questions. Et je remercie aussi dans une des personnes qui nous ont envoyé des questions, il y avait Vincent Marche qui faisait tourner le blog Soccer France. Et merci, c'est grâce à eux que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la MLS. Donc je remercie de leur travail, même si le blog est arrêté aujourd'hui, on espère le revoir un jour. C'est bon, Anthony, tu peux continuer avec la conclusion. Désolé de l'interruption. Ah, ça va, donc oui, comme je le disais, là, merci à tous et surtout merci à Adi Raphaël pour son temps. N'hésitez pas là, à aller voir son travail qu'il fait pour MLS en folie. Et si là, vous aimez notre travail à Lucarne Opposée, nos collègues de Bola Latina, Efrika et l'AFC Corner font de même pour leurs continents respectifs. Donc n'hésitez pas à aller voir leur travail. Sinon, le magazine de Lucarne Opposée, le numéro 2, est encore disponible. Donc allez-y, il est encore temps. Là. On en parle souvent, là, mais moi et Antoine, on a fait un excellent texte sur la NASL. Antoine a fait une entrevue avec Alan Merrick, ancien joueur du Minnesota. Donc oui, c'est vraiment intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de CONCACAF Champions League. Est-ce que Toronto sera champion ou est-ce que ce sera encore un Mexicain qui ne sera pas très original et qui soulèvera la coupe? Donc à la semaine prochaine. Merci Antoine.
Salut à tous, à la semaine prochaine. Enfin pouvoir arrêter. Yeah, on that rookie contract, still got a couple years. I got my sights beyond that, but got 100 fears, 100 dreams, 100 pains, 100 nights I stayed